BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. On prend la direction de New York pour retrouver sur place Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, merci beaucoup d'être avec nous. Pas mal d'actualités aux États-Unis, mais commençons peut-être par l'audition de Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, devant la commission bancaire du Sénat. Bon, il est en train de confirmer évidemment la stratégie de patience, l'approche prudente de la Réserve fédérale américaine, même si l'économie américaine reste en bonne santé. Non, peut-être une nouveauté quand même. Il est en train de nous dire que ça y est, la Fed est arrivée au bout de sa réflexion sur la manière de réduire son bilan et sur la manière même d'arrêter la réduction de son bilan. Il est en train de nous dire que ça y est, ils ont trouvé le timing et la manière de faire pour arrêter la réduction du bilan, peut-être dans les prochains mois, Grégory. Oui, d'ailleurs, il avait déjà préparé le terrain énormément pour la plupart des choses qu'il nous dit aujourd'hui. La réduction du bilan de la Fed, c'était déjà un peu entendu quand on lisait les minutes de la Fed du mois de janvier. Donc là, ça ne fait que confirmer ce que l'on sait depuis quelques semaines. Cette réduction du bilan de la Fed va être suspendue, ça ne veut pas dire pour toujours, mais va être suspendue certainement, je dirais, au début de la deuxième moitié de l'année. Il faut attendre donc une des prochaines réunions, et peut-être la prochaine réunion de la Fed, pour avoir une annonce. Pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Je disais, c'était quand même un souci pour le monde obligataire à un certain point, que la Fed continue à mettre sur le marché ces obligations qu'elle détient. Ça aurait pu mettre de la pression sur les taux. Elle le fera plus. C'est bien sûr reçu comme une nouvelle positive. Attendons la déclaration finale, mais enfin, c'est à peu près ce qu'il a dit de plus concret pour le moment. Ouais, c'est ça. C'est peut-être la nouvelle, l'information importante pour les investisseurs. Non, ça met pas de pression sur le marché obligataire. Enfin, ça fait monter le marché obligataire et donc les taux américains qui baissent encore un petit peu, 2,65 sur le 10 ans américain. Grégory, quand il parle de signaux contradictoires sur l'économie américaine, alors je sais pas de quoi il parle précisément, mais c'est vrai que par exemple, on a vu des mises en chantier là qui reculent très très fortement sur la fin d'année, des prix de l'immobilier qui continuent de ralentir également, Grégory. Et puis à l'inverse, alors j'ai pas vu encore dans le détail, mais l'indice de confiance du consommateur américain, le Conference Board, la deuxième estimation là pour le mois de février, mais enfin qui ressort à un niveau spectaculaire, un niveau de confiance spectaculaire aujourd'hui chez les ménages américains. Hein. Oui, peut-être qu'il parle de ça, mais je pense qu'il parle aussi peut-être de phénomènes qui sont plus profonds, qui sont moins momentanés. Il parle par exemple de la productivité. C'est vrai que la productivité aux États-Unis a atteint des niveaux relativement bas au niveau de sa croissance. C'est plus les grandes années d'amélioration de la productivité. Il parle aussi du niveau de participation dans l'emploi, avec ce chiffre de 62,7%, qui n'est pas un chiffre très très élevé. Donc lui, quand il parle de ça, je dirais qu'il voit des thèmes qui sont beaucoup plus à long terme que juste les statistiques du mois de décembre ou du mois de janvier. Et c'est ce long terme en fait qui fait que l'inflation ne revient toujours pas. La pression sur les salaires n'est pas forte, malgré un niveau d'emploi qui est pratiquement record, avec seulement 4% de chômage. Donc ça, je dirais, c'est un peu la nouvelle donne de la Fed depuis des années, et c'est de ça dont il parle. Bon, voilà pour Jérôme Powell qui est en train de témoigner donc devant la commission bancaire du Sénat et rebelote demain devant la même commission bancaire, enfin la commission bancaire de la Chambre des représentants cette fois. Venons-en peut-être aux résultats d'entreprise, Grégory. C'est la fin de la saison des publications de résultats aux États-Unis, mais toujours intéressant parce qu'on termine par le secteur de la grande distribution. C'est Home Depot aujourd'hui qui livrait notamment ses résultats trimestriels et les ventes, visiblement les ventes de fin d'année sont décevantes. C'est vrai qu'on avait déjà eu quelques indicateurs, les ventes au détail au global notamment, qui marquait un net repli en fin d'année. Visiblement, ça a été un peu compliqué peut-être pour le groupe Home Depot. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Grégory ? Je dirais en gros que ça a été compliqué pour tout le secteur.
de la grande distribution, de la distribution en fin d'année. Le problème de Home Depot est un problème qu'on aimerait tous savoir, c'est qu'ils n'ont jamais déçu. Si on regarde maintenant depuis des années, chaque fois qu'ils publient leurs résultats, c'est au-dessus des estimations, c'est une croissance qui augmente, etc. Ils déçoivent un peu pour des raisons qu'on peut très vite comprendre. Le mois de décembre, n'oubliez pas, c'était un mois où, bon, évidemment qu'il a fait froid, c'était un mois où on parlait énormément des problèmes de guerre commerciale avec la Chine, c'était un mois où on commençait à se préparer sur le shutdown du gouvernement. C'est pas vraiment le mois où on allait le plus dans ces magasins de Home Depot. Si on regarde sur l'année, la comparaison des ventes par rapport à l'année précédente, c'est 11% de croissance. C'est quand même très très fort. Ouais. Donc je dirais, là c'est peut-être un petit accident momentané pour Home Depot. Évidemment que le marché n'aime pas ça, le marché il réagit toujours aux gros titres, c'est tout ce qu'il voit. Et c'est très amusant parce qu'on peut mettre en parallèle une autre grande chaîne de magasins qui, elle, franchement, va pas très bien, c'est Macy's. Alors Macy's, ils annoncent quoi? Ils annoncent peut-être sur l'année une hausse de 0,1% des ventes. Les chiffres de 2018 sont bien en dessous de 2017, mais les attentes des investisseurs sur Macy's, c'était à peu près rien. Hein. On pensait que ça serait une catastrophe totale. Or, comme c'est pas la catastrophe totale, le titre monte et en plus, ils en rajoutent avec cette vieille recette dont on a vu les limites. Ils disent on va baisser les coûts, on va licencier une centaine de vice-présidents. Je savais pas qu'il y avait autant de vice-présidents chez Macy's. Donc ils nous la font un peu à la Kraft Heinz. À court terme, ça marche. À la longue, vous savez très très bien les résultats qu'on peut attendre, surtout dans un domaine où il faut vraiment investir pour attirer les consommateurs. Ouais. Bon, peut-être que effectivement de conserver une centaine de vice-présidents chez Macy's, c'était peut-être pas la meilleure manière d'investir pour le groupe. En tout cas, le marché en prend acte, hein, plus 4% pour Macy's aujourd'hui. Et le titre Home Depot, à l'inverse, on le racontait effectivement, qui n'a pas l'habitude de décevoir, mais là, c'est un accueil un peu froid de la part du marché après la publication des résultats. Le titre Home Depot qui recule de 3,5%. Grégory, on a ce nouveau clash aussi entre Elon Musk et le gendarme boursier américain, la SEC. On parlait avec vous il y a quelques jours de ce tweet approximatif d'Elon Musk sur la capacité de production du groupe Tesla à horizon fin d'année, et ça n'a pas manqué, la SEC lui est tombée dessus à nouveau. Il y avait eu un accord à l'amiable entre Elon Musk et la SEC. Elon Musk n'avait plus le droit de tweeter des informations de marché ou des informations sensibles sans que ces tweets n'aient été visés, relus et approuvés par l'entreprise Tesla, Grégory. Et visiblement là c'est un sujet de conflit à nouveau entre le gendarme américain et le patron de Tesla. Oui, absolument. Donc, en gros, Elon Musk a violé cet accord qu'il avait passé avec la SEC et qui lui avait évité au moins une grosse amende et peut-être même des conséquences plus importantes pour sa position à l'intérieur de la compagnie. Pourquoi il a fait ça? C'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de Elon Musk. On a l'impression un peu qu'il utilise son compte Twitter pour essayer de détourner l'attention peut-être de choses qui sont relativement importantes pour la compagnie. On sait que d'ici quelques jours, Tesla doit refinancer une grosse dette, hein, plus qu'1 milliard de dollars. La demande sur le modèle 3, on n'a pas forcément que des très bons chiffres, mais s'en prendre à la SEC et en critiquant de nouveau, en disant qu'il n'a pas de respect pour la SEC, etc., c'est un peu jouer avec le feu. On peut penser ce qu'on veut du gendarme de la bourse, sauf qu'il vaut mieux pas le dire sur Twitter ou sur les ondes, parce qu'on peut que s'attirer des ennuis. Donc, pour un investisseur dans le titre, c'est assez difficile de comprendre qu'est-ce que Elon Musk veut en s'exprimant de cette façon. Alors, ça lui a peut-être échappé le tweet. C'est pas si grave ce qu'il dit au niveau de la production des voitures. Je dirais pas que c'est vraiment un crime monstrueux. Par contre, ce qui est plus embêtant, je dirais, c'est qu'il s'attaque de nouveau de front à la SEC et que ça ne peut pas faire du bien, en tout cas pour le cours de l'action. Ça pose quand même la question parce que, un Twitter, un tweetos fou, on en a un. Tweetos fou en termes de rythme effréné de tweets, c'est Donald Trump. Non mais ça pose quand même la question de savoir ce que peut faire un patron sur Twitter. Et le président américain sur Twitter. Bon, visiblement, la SEC est très gênée par la manière dont Elon Musk communique avec le marché, avec la communauté, avec ses followers sur Twitter. Mais c'est vrai que quand on pense à ce que se permet Donald Trump, c'est un sujet dont on a déjà parlé, hein, dont on a déjà débattu, mais je trouve quand même qu'il reprend une dimension intéressante au regard de ce que la SEC reproche à Elon Musk aujourd'hui, Grégory. Hier, le tweet de Trump sur le pétrole, ça fait baisser les cours de 3%.
Exactement, c'est merveilleux ce que vous dites, parce qu'en fait, s'il y a une manipulation des marchés, c'est clair que Trump, il le fait souvent. En fait, les tweets de Trump quand il dit le cours du pétrole est beaucoup trop cher, qui nous dit qu'en fait Donald Trump n'a pas appelé certains amis dans des banques d'affaires quelques minutes avant pour leur dire je vais faire un tweet, vous allez voir le cours va baisser. On n'en sait rien, je dis pas qu'il le fait, mais il influence certainement d'une façon très très importante les marchés financiers. Et quand on dit influencer les marchés financiers, il y a toujours des gagnants et des perdants. Donc pourquoi est-ce que la SEC ne s'en prendrait pas à Donald Trump? Je pense tout simplement que la SEC dépend de Donald Trump, donc ils ont peur de Donald Trump, ça c'est une chose. Et la SEC n'a pas peur de Elon Musk, on tape toujours sur quelqu'un de plus faible que soi. Mais vous mettez le doigt vraiment sur une chose très très importante. À un certain moment, il faudra vraiment voir jusqu'à quel point, que ça soit un chef d'entreprise, un chef d'État, peut se permettre d'influencer les cours des marchés financiers et qu'est-ce qui peut en découler, je dirais, comme nouvelle réglementation? Sauf que, évidemment, la parole est quand même encore libre, heureusement. Contrôler la parole, c'est une chose extrêmement, extrêmement difficile et pas forcément souhaitable non plus. Non, mais bon, c'est quand même un défi en matière de communication financière. Aujourd'hui, l'usage des réseaux sociaux. Grégory, terminons peut-être. On parle de l'audition de Jérôme Powell. Il y a une autre audition là qui se déroule aujourd'hui devant la commission financière du Sénat américain. L'audition des principaux dirigeants des grands groupes pharmaceutiques américains, mais pas uniquement. Également le management de Sanofi et d'AstraZeneca, convoqué par cette commission du Sénat américain, pour discuter, être interrogé sur le prix des médicaments, qui revient évidemment dans le débat. Et beaucoup estiment là que c'est un sujet qui est loin d'être abandonné, que ce sera à nouveau un sujet de campagne pour 2020, et que même les groupes européens, on parle de Sanofi, hier je crois qu'il y a 2 sénateurs qui commençaient à interroger les leaders du marché sur l'insuline. Il y a un groupe américain, mais il y a aussi Sanofi sur l'insuline, très présent sur le marché américain. Beaucoup estime que c'est peut-être là que la guerre commerciale va vraiment se jouer et que les groupes pharmaceutiques européens risquent de se retrouver rapidement sous pression sur la question du prix des médicaments qu'ils proposent pour le marché américain, j'entends, Grégory. Oui, je suis pas forcément sûr de ça, parce qu'en fait, le prix des produits pharmaceutiques européens pâlit vraiment comparé au prix des produits pharmaceutiques américains, qui sont alors à des niveaux stratosphériques. Je dirais, il y a plusieurs choses à souligner. La première chose, c'est que le contrôle du prix des médicaments, même si personne n'ose prononcer le mot contrôle, c'est un sujet qui commence vraiment à monter en force, aussi bien chez les démocrates, évidemment, que même chez certains républicains. Donc il y a peut-être une certaine entente de ce côté-là. Ce qu'on sait de ces chefs d'entreprise des compagnies pharmaceutiques, c'est qu'ils vont se défendre, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'en fait, les prix indiqués par les compagnies pharmaceutiques sont jamais les prix payés par le client final, que entre ça il y a les intermédiaires, que les prix sont négociés avec les intermédiaires, et que donc faire de scandale vis-à-vis de quelques prix qui sont très très élevé, parce qu'on peut parler, hier on parlait d'un produit pour soigner la cécité, mais une certaine forme de cécité, le traitement est de 750 000 $ par œil et par année. Vous imaginez le prix du médicament. Donc on peut commencer à taper sur les compagnies pharmaceutiques. C'est un peu injuste d'une certaine façon, parce que ce n'est pas qu'elles qui font le coût de la santé, je dirais. Il faut pas oublier que les compagnies pharmaceutiques, je suis pas là pour les défendre, mais elles ont aussi besoin d'investir dans la recherche. Elles sont pas uniquement en train de remplir les poches de leurs actionnaires. Donc c'est un sujet qui est un tout petit peu délicat, qui est un peu facile quand on fait des auditions en public, parce que c'est très facile de taper sur les dirigeants des compagnies pharma. Mais c'est clair que sur les 2 prochaines années, les choses vont quand même évoluer aux États-Unis et on va arriver non pas à un contrôle des prix, mais sûrement à une certaine réglementation pour essayer de mettre un niveau un peu plus acceptable sur le prix de certains produits pharmaceutiques. Un système de fixation des prix dans la santé aux États-Unis très différent de ce qu'on trouve en Europe, ce qui explique aussi ces écarts de prix. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokhin, président de Mescard Financial Services, avec nous en duplex tous les jours depuis New York. Revenons aux questions européennes et même une question précise autour du secteur